Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette première table ronde. Donc, je suis Dorine Dubois de l'UNESCO et au nom de l'UNESCO, donc avec ma co-modératrice que vous voyez donc à l'autre bout de la table, Stéphana Broadbent pour TESACO. Donc, j'ai le plaisir donc d'ouvrir cette table ronde qui est sur la reprise de notre contrôle. La reprise du contrôle, je l'ai en anglais, mais Regaining Control. Je pense que nous avons la traduction simultanée en français et en anglais et que je dis aussi la bienvenue à nos auditeurs et à ceux qui nous voient en ligne. Système plus collaboratif, donc une autre vision, si vous voulez, d'Internet et des systèmes. Donc, autour de ces trois axes, le débat se fait. Il y a beaucoup de... Et je pense qu'aujourd'hui, on entendra plusieurs points de vue et plusieurs aussi propositions autour de ces thèmes. Donc, j'introduis chaque intervenant à juste 7 minutes, donc des petits moments, des pilules précieuses. Et je voudrais introduire d'abord Célia Zolinski, donc professeure de droit privé à l'Université Paris 1 Sorbonne, experte de droit numérique. Elle a été membre du Conseil national du numérique et comité de prospective de la CNIL, comité national pilote éthique. Elle travaille vraiment sur les aspects juridiques de l'empowerment, en capitisation. Et elle a un magnifique article que je conseille à tout le monde qui s'appelle « L'économie de l'attention saisie par le droit, plaidoyer pour un droit de la protection de l'attention ». Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci Stéphana, un grand merci de m'inviter avec vous à échanger, à contribuer à réfléchir à ce projet d'émancipation de l'individu et du bien commun autour du web des Lumières. Les travaux interdisciplinaires que nous menons notamment dans le cadre du projet TESACO nous ont conduit à un constat, celui d'une pluralité d'approches possibles et nécessaires de la question attentionnelle, particulièrement lorsque l'on considère les écosystèmes numériques. En effet, l'attention peut se concevoir comme un attribut cognitif individuel, inné et peut-être aussi construit par son environnement, notamment son environnement technique, mais encore dans sa nature sociale et relationnelle, en ce qu'elle nous permet de nous coordonner avec les autres. Nous avons également pu constater tout au long de nos travaux combien l'approche par le contenu peut s'avérer délicate lorsque l'on entend saisir la question attentionnelle. Il suffit de se demander comment identifier clairement tous ces contenus engageants et addictifs. Alors, ces différents constats invitent à promouvoir peut-être une autre approche pour saisir la question attentionnelle. Il s'agirait alors d'interroger les pratiques et de proposer ce que l'on pourrait qualifier d'approche systémique. Une régulation systémique permettrait en effet d'appréhender, selon nous, les différentes composantes de l'attention ensemble et appellerait l'action également de l'ensemble des acteurs, les opérateurs, mais sans oublier les utilisateurs des services et outils numériques, ainsi que l'État. Cette approche s'inscrirait d'ailleurs dans la logique qui est désormais promue par le droit de l'Union européenne. S'agissant du numérique, on le voit avec le règlement général sur la protection des données pour les données et désormais avec la proposition discutée de Digital Services Act s'agissant des services numériques. Schématiquement, cette approche systémique pourrait reposer sur deux axes sur lesquels viendraient s'articuler différentes propositions concrètes. Le premier axe consisterait à encadrer les pratiques et à responsabiliser les opérateurs dont le modèle d'affaires repose sur l'exploitation, la captation de l'attention. Ici, plusieurs leviers pourraient être actionnés. Le premier levier reviendrait à sanctionner, voire à prohiber certaines pratiques dès lors qu'elles visent à manipuler l'utilisateur des outils ou services numériques en captant son attention. Divers textes et propositions sont d'ailleurs actuellement force de proposition pour interdire ce que l'on appelle désormais les dark patterns. Mais on le sait, la manipulation de l'utilisateur peut parfois s'avérer délicate à caractériser. Cela justifie donc, selon nous, d'imposer aux plateformes dont le modèle d'affaires repose sur la captation de l'attention des procédures les enjoignant de mesurer les risques qui en résultent tant sur le plan individuel que collectif. Il est ainsi essentiel également de leur imposer de rendre compte publiquement de ces analyses de risques, et cela
en attestent particulièrement les récentes révélations de Franz Huygens. On rejoindrait donc ici encore la logique du Digital Services Act et il faut d'ailleurs espérer que ce texte, au cours des négociations, vienne à couvrir également la question intentionnelle. Encadrer les pratiques des acteurs par ces différents leviers, cela nous paraît donc être un point essentiel, mais insuffisant. Ces interdictions ou obligations, en effet, doivent être mises en perspective avec le nouveau rôle qu'il convient de reconnaître à l'utilisateur des services et outils numériques. Et c'est bien là l'un des enjeux majeurs de cette régulation systémique, conférer à l'utilisateur, à nous tous, toute sa place en tant qu'acteur du système aux côtés des opérateurs et de l'État. C'est donc le second axe qui revient à garantir ce qu'on pourrait appeler l'agentivité de l'utilisateur, ce qui permettrait éventuellement également de lui reconnaître certains droits. Il s'agirait alors d'offrir aux utilisateurs les moyens de comprendre la contrainte technique qui se déploie autour d'eux, de penser cette contrainte, voire d'agir et de faire qu'ils puissent maîtriser et développer eux-mêmes des potentialités autour de cet objet. Alors, comprendre la contrainte, tout d'abord, cela supposerait de mettre en visibilité ces processus techniques de captation de l'attention et d'en expliquer les impacts. Par exemple, expliquer le fonctionnement d'un algorithme de recommandation, expliquer les mécanismes de viralité et surtout les objectifs qui les sous-tendent, particulièrement les objectifs économiques. Mais comprendre ne suffit pas. La contrainte doit également être pensée, elle doit être réfléchie, elle doit être discutée. Cela suppose alors de développer la capacité d'analyse des utilisateurs, de créer en quelque sorte des nouveaux espaces de réflexivité ou de retrouver nos espaces de réflexivité. Alors, différentes propositions sont désormais discutées en ce sens. On pourrait ainsi, par exemple, promouvoir des mécanismes qui favorisent l'information et la mise en débat public sur le modèle de ce que l'on connaît avec le Nutri-Score pour agir sur le levier réputationnel. Mais l'information ne semble pas non plus ici suffisante. Elle ne pourra produire effet que si l'utilisateur est éveillé, s'il est en capacité de l'appréhender. Et c'est en cela qu'il est essentiel de promouvoir également la formation de tout utilisateur, et ce, tout au long de sa vie. Et des politiques publiques pourraient alors être initiées en ce sens, comme nous en discuterons cet après-midi. Par ailleurs, on pourrait également questionner le modèle d'affaires de certaines plateformes lorsqu'ils favorisent la viralité et reposent sur des mécanismes de propagation et d'engagement. Certains, comme Dominique Boulier, dénoncent alors les risques générés par ce rythme qui est imposé à l'utilisateur qui pourrait provoquer une forme de précarité attentionnelle. Risque en termes de santé, également compte tenu de la perte de réflexivité qui serait préjudiciable au débat public. Et selon Dominique Boulier, il nous revient désormais de poser la question du rythme collectif que nous souhaitons considérer comme normal, alors qu'aujourd'hui, ce rythme est défini par les seules plateformes. Au-delà, et compte tenu de la nature sociale et relationnelle de l'attention, on pourrait également promouvoir des politiques publiques industrielles pour soutenir des modèles alternatifs de plateformes de collaboration. Ces modèles, comme le démontre Stéphana Broadbent dans ses travaux, pourraient ainsi structurer le travail collectif et collaboratif avec des techniques de design qui exploiteraient notre capacité à nous joindre à l'attention de l'autre. Conférer à l'utilisateur un rôle d'agent supposerait enfin de lui permettre d'agir et de faire sienne la contrainte technique. Et à cet égard, le choix de l'utilisateur est un élément essentiel pour qu'il puisse redevenir acteur de ces interactions. Il pourrait se déployer à différents niveaux rapidement. On pourrait ainsi lui conférer, par exemple, un droit au paramétrage pour lui permettre d'avoir la capacité d'agir sur les paramètres en fonction de ses intérêts et ne pas laisser les seules plateformes définir ses intérêts. Le choix pourrait encore être assuré par la consécration d'un véritable droit à l'interopérabilité des systèmes numériques. Voici rapidement exposé quelques axes et pistes de propositions pour répondre aux défis qui nous revient désormais de relever si l'on veut se saisir de la question attentionnelle dans le contexte de l'économie numérique. Je vous remercie.
Merci beaucoup Célia pour cette présentation donc, qui place vraiment le problème au cœur en fait, du sujet. Donc, pour ce panorama aussi des solutions possibles. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter Jean Gognier. Jean Gognier, vous êtes le directeur des politiques publiques pour l'Europe chez Snapchat. Donc, vous étiez le directeur des politiques publiques d'Amazon en France. Vous avez également occupé plusieurs postes au sein de Microsoft. En tant que directeur de la politique de confidentialité pour Microsoft Europe, pour le Moyen-Orient et l'Afrique, et en tant que directeur mondial pour le secteur public, pour la confidentialité, basé au siège de Microsoft aux États-Unis. Puis au début, vous avez travaillé à la CNIL aussi, je crois, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Donc je comprends que vous ne pourrez pas rester avec nous pour le débat qui va suivre, mais par avance, merci de votre intervention. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Oui, donc je suis vraiment désolé, je dois traverser la rue parce que je dois être à 10h30 pour une audition. Alors, je vous donne le nom précis de cette mission d'information sur les ressorts de l'abstention et les mesures permettant de renforcer la participation électorale. Donc, je dois être là-bas dans quelques minutes. Donc, mais je suis très heureux d'être là. Et puis, je reviendrai cet après-midi. Donc, si vous êtes là, on pourra peut-être se voir cet après-midi. Merci beaucoup. Donc, je vais être forcément bref. Et de toute façon, c'était mon but d'être également concis. Donc, tout d'abord, je ne sais pas si vous êtes toutes et tous de grands utilisateurs de Snapchat, et je ne vous en voudrais pas si vous n'utilisez pas tous les jours Snapchat. Je comprendrai également, même si souvent il y a des idées reçues sur Snapchat, ce n'est pas forcément la plateforme pour les jeunes, c'est plutôt en fait une plateforme pour ce qu'on appelle la génération Z, donc les 18-25 ans. Tous les jours, Snapchat, c'est plus de 300 millions de personnes qui utilisent cette plateforme. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la France est parmi l'endroit dans le monde où la plateforme est le plus utilisée. Pour votre information, les chiffres Médiamétrie disent qu'il y a plus de 17,5 millions de personnes en France qui tous les jours utilisent Snapchat, ce qui est énorme, parce que c'est plus que beaucoup de réseaux combinés. Je sais que vous ne vous en rendez pas compte, donc c'est pour ça que je vous le dis. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces 17 millions et demi, il y a plus de 80% qui ont plus de 18 ans. Le cœur de Snapchat, c'est les 18-25 ans. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que toute cette économie de l'attention est également très importante pour les jeunes générations. Et je vais vous dire en quelques mots et rapidement donc, dans quelle mesure Snapchat se positionne et pourquoi ce sujet est très important pour nous. On voit donc qu'on a effectivement un rôle très important puisqu'il y a des millions de personnes qui se connectent tous les jours sur la plateforme. Ça veut dire qu'on a des devoirs et une responsabilité et on le sait. Donc, c'est la raison pour laquelle travailler chez Snapchat, c'est un vrai plaisir parce que ce n'est pas une plateforme qui est comme les autres. Je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, Snapchat a été créé il y a 10 ans. Là, il y a quelques semaines, on a fêté nos 10 ans. Et à l'origine, Evan Spiegel, quand il a créé Snapchat, a dit que Snapchat était un antidote pour les réseaux sociaux. Donc, un antidote, bon, c'est très, très à la mode, malheureusement, ce terme en ce moment, d'être un antidote. Mais Snapchat l'idée qu'avait Evan Spiegel, c'est de dire que Snap n'est pas un réseau social. Donc, le jour où vous téléchargerez l'application, vous verrez quand on ouvre l'application, en fait, ça ouvre sur un appareil photo. Et c'est quoi le message? C'est qu'on ouvre sur le reste du monde. C'est une lumière qu'on ouvre sur le reste du monde. C'est une lucarne qui peut devenir même une grande fenêtre sur d'autres personnes. Et c'est ça tout l'intérêt de Snapchat. C'est un antidote parce que le modèle d'affaires, le business model, comme disent les Américains, est tout l'opposé des autres plateformes. C'est ni mieux ni moins bien, c'était comme ça. À l'origine, le but de Snap, c'est de créer une conversation instantanée entre des amis. Donc, il y a des petits groupes d'amis sur Snapchat et de limiter beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, cette économie de l'attention est présente et est vraiment prégnante pour les jeunes générations. Quand je vous dis que tout est dans le modèle d'affaires, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, je vais concrètement vous expliquer ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce qu'effectivement, Snap encourage la conversation, de la créativité et des choses complètement différentes des autres plateformes. Tout d'abord, quand on ouvre Snap, je vous ai dit donc c'est un appareil photo. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de feed d'actualité comme dans la plupart des autres plateformes quand on ouvre l'application. Il faut vraiment aller vers un autre endroit de Snap où il n'y a alors toujours pas d'actualité. Il n'y a pas ce que moi j'appelle des critères de vanité. Les critères de vanité, c'est quoi? C'est les likes, pardon pour le terme anglais, les commentaires, le fait qu'on veuille se poster, on veuille voir combien il y a de personnes qui nous suivent, etc. Ça n'existe pas sur Snapchat. Et ça, c'est très important parce que ça évite de vouloir se comparer avec le reste du monde et ça évite de changer. En fait, grâce à cette application, on reste soi-même. Et cette notion de critère de vanité, malheureusement, je n'ai pas le temps de vous en dire davantage, mais elle est très importante.
L'autre point, c'est que les messages sont éphémères. Donc, la vie privée, en tant qu'enseignant de la CNIL, vous avez dit, c'est important pour moi et pour vous tous, j'imagine. Mais ça permet, le fait que les messages soient éphémères, de ne pas s'enfermer dans ses propres messages et également de passer rapidement à autre chose. Ensuite, et je dirais, là j'arrive sur les 2 points les plus importants qui sont au cœur de toute cette économie de l'attention dont a parlé déjà tout à l'heure Célia. Tout d'abord, c'est le fait que sur Snap, par conséquent, il n'y a pas de ce qu'on a appelé tout à l'heure, le président Studer l'a montré, de biais algorithmique. Il n'y a pas de bulle de filtre ou de bulle cognitive, comme on dit, puisque par définition, il n'y a pas de portail dans lequel on peut indiquer ses préférences. Et ça, cet enfermement sur soi, c'est très important. En plus, qui n'existe donc pas dans l'app. C'est vrai que c'est frustrant parce que je dois vraiment y aller. J'ai plein de choses à vous dire sur ça parce qu'en plus de mes activités, je donne également des cours à Sciences Po dans ce domaine-là. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et le point le plus important sur lequel je terminerai et qui a été déjà dit et redit à la fois par effectivement le président Studer, par Célia, par Dominique Boulier, qui est prof à Sciences Po également et avec qui je converse beaucoup sur ce sujet, c'est la viralité. Et c'est vraiment un mot, moi c'est marrant parce que j'en parlais il y a 2-3 ans, quand je prenais mes fonctions, ça fait 3 ans que je suis chez Snapchat, quand je parlais il y a 3 ans de viralité aux décideurs publics et aux élites de notre pays, et même à tout le monde, personne ne comprenait ce que c'était. Personne ne voyait très bien ce que ça voulait dire. Donc c'est quoi? C'est le fait de massivement pouvoir envoyer dans le monde entier un message. Il n'y a pas de viralité sur Snapchat, et ça change tout. Cette viralité, c'est très lié avec ce qu'on disait, ces bulles de filtre, etc. Et ça, cette viralité fait qu'on a constamment envie de pouvoir répondre dans l'instant. La viralité est également liée à l'instant. Je pense qu'il est très important dans les réseaux sociaux de se poser. On est tous dans l'instantanéité. Je n'aimerais pas d'autres plateformes, mais on a constamment besoin d'être présent. Et non, ce n'est pas tout le temps bien. J'ai connu, comme beaucoup d'entre vous, certainement une période avant. Il y a plus de 25 ans, j'étais ici, assistant parlementaire d'un député. Donc, je connais bien cette période-là. J'ai connu une période où on n'était pas malheureux sans être dans l'instantanéité. Je terminerai juste en disant 2 choses. Tout d'abord, je vous invite, et si vous voulez, je vous la communiquerai, à lire une étude qu'on a faite avec Oxford Economics sur ce que la génération Z, ces fameux jeunes de 18 à 25 ans, aiment ou comment ils se comportent en ligne. C'est très intéressant de voir qu'en fait, ils sont présents sur Snapchat parce qu'ils aiment ce que je vous ai dit, sans vraiment savoir ce que c'est, mais ils aiment, ils se retrouvent dedans. Le second point, et on l'a vu, je terminerai avec 3 mots, viralité, enfermement algorithmique qui est très important, et enfin, on en a parlé, l'éducation. Pareil, on pourrait, je pense, faire un exposé sur ça pendant des heures et des heures. Les jeunes générations, et pas que les jeunes d'ailleurs, beaucoup de générations plus âgées sur Facebook s'auto-entretiennent dans leur propre bêtise parfois sans savoir ce que c'est. L'éducation est donc clé. Je terminerai sur ça. Je suis vraiment désolé. Je suis très honoré d'être invité et je suis vraiment désolé de devoir vous quitter, mais je serai là cet après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, donc, nous demandons à Gabriela Ramos d'intervenir. Donc, malheureusement, elle ne pouvait pas être avec nous en présence aujourd'hui. Voilà. Bonjour, Gabriela. Donc, Gabriela Ramos est l'assistante directeur général pour Social and Human Sciences à l'UNESCO. Sa mission est vaste. Elle inclut des questions d'inclusion sociale, de genre, des initiatives d'antidiscrimination et depuis quelque temps aussi le thème dont elle va parler aujourd'hui, qui est celui de l'éthique de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup et je ne sais pas si vous allez parler en français ou en anglais. Je vais essayer, Stéphane, de parler en français parce que nous sommes dans l'Assemblée nationale. Ce n'est pas possible d'aller en anglais. Hein. Merci. Mais merci pour l'invitation. J'aurais vraiment voulu être parmi vous, mais maintenant je suis un peu malade et il faut vous protéger, il faut me protéger. Mais c'est un débat très nécessaire parce que nous savons que l'intelligence artificielle tient une place majeure dans notre vie quotidienne. Et c'est ça la question la plus importante de l'économie de l'attention, parce que chaque décision qu'on fait, même les décisions les moins importantes, comme d'acheter quelque chose chaque jour, mais aussi de décider à quelle université nos enfants iront, et après, toutes les décisions majeures qu'on fait dans les gouvernements, au système de santé, au système d'éducation, maintenant se fournissent pour les algorithmes et pour les exercices d'intelligence artificielle. Et donc, cette question, c'est très important de la prendre en compte
pour savoir que ce n'est pas seulement qu'on va être l'objet d'influences négatives, mais aussi parce que chaque jour, on fait des décisions qui sont informées pour l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que ça puisse nous donner d'excellents services, l'utilisation des algorithmes, mais il ne faut pas oublier les inconvénients qui incluent la manipulation de nos émotions, de notre attention, encore des comportements électoraux problématiques à grande échelle. Et ça aussi comporte une notion de savoir comment les données sont gérées dans les plateformes, comment on a arrivé à avoir certaines recommandations, même pour tous les sujets qu'on utilise les plateformes. Et nous savons que sans une bonne régulation, les modèles commerciaux actuels conduisent à ce qu'on appelle des bulles d'information, qui a été déjà mentionné, et que la collecte de données et les pratiques axées sur les individus peuvent s'appeler la solidarité, peut créer un individualisme radical, peut cacher tous les instincts, puis les plateformes nous deviennent presque invisibles à notre personnalité, à notre individu. Il y a des choses que les personnes ne feront pas dans la vie réelle, mais qu'ils font dans la manque de transparence, certains utiles numériques. Et en outre, les acteurs de la AI, publics et privés, peuvent contrôler et organiser des écosystèmes puissants qui peuvent réduire la concurrence, et on le sait, ça a été réduit, et conduire en surveillance en masse. Mais je ne rejoindrai pas ceux qui signalent que les plateformes numériques sont la source de tous nos problèmes. Et les entreprises profitent des cadres de réglementation où elles opèrent. Il y a eu pendant des années une attitude de laisser faire, informée par des objectifs de concurrence géopolitique et de maximisation de revenus de la part des pays leaders dans ces domaines. Ce n'est pas le cas de la France, ce n'est pas le cas de l'Union européenne, que surtout ils sont vraiment mettent l'accent sur la protection des individus, mais la concurrence globale, la focalisation sur la question commerciale et les profits, vraiment nous portent dans une situation compliquée parce que les objectifs ne mènent pas la protection des individus, mais comme je dis, la maximisation des revenus. Et on doit changer, on sait qu'on doit changer. On a maintenant beaucoup d'exemples qui nous donnent les situations complexes que ça peut créer. Mais ça change. Même aux États-Unis, on a maintenant cette Bill of Rights qui a été lancée pour le conseiller du président Biden pour regarder qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une meilleure réglementation des utilisateurs des plateformes et de la question numérique. C'est bien de promouvoir l'esprit critique individuel, c'est bien d'avoir l'éducation, c'est bien d'être conscient à quoi on a dans les plateformes, mais ce sont les gouvernements qui ont la responsabilité de protéger la population. On ne demanderait pas les usines d'automobiles de se consacrer dans la sécurité eux-mêmes. On les donne des instructions précises qu'il faut suivre. Et nous devons donc trouver des moyens d'intégrer l'ensemble du monde numérique et plus particulièrement les domaines faisant appel à l'IA dans un cadre réglementaire régi par des normes éthiques universelles pour plus de transparence, de conscience de soi et de recherche de résultats équitables. Et c'est ça que l'UNESCO fait. Je suis heureuse de partager avec vous que 193 pays ont achevé un standard global sur l'éthique de l'intelligence artificielle qui porte sur la transparence, qui porte sur l'équité, qui porte sur l'inclusivité, mais aussi qu'il y a des chapitres sur des politiques concrètes. Et il y a des outils, l'évaluation d'impact éthique et la médiation de la capacité pour avoir un contrôle meilleur de l'intelligence artificielle. Et nous espérons que cet outil va être adopté dans les conférences générales en novembre et vous serons invités à nous joindre à cet événement qui va vraiment donner un changement important sur la gouvernance de l'éthique de l'intelligence artificielle. Et la recommandation et les premiers standards est établir des règles pour que les utilisateurs puissent rester en contrôle et avoir également la concurrence en mettant l'accent sur la protection des individus,
sur la question de la gouvernance des données, que c'est au centre de toute la question de l'algorithme et de la transparence algorithmique. Ceci n'est qu'un début, car comme nous le savons, chaque développement technologique s'accompagne toujours de son lot de nouvelles questions éthiques, comme on témoigne par exemple par les neurotechnologies, pour lesquelles un autre type de données, les données neuronales, sont en train de devenir un produit très recherché, bien au-delà du secteur médical. Et donc, c'est bien d'avoir l'innovation, c'est bien de donner l'espace pour les innovateurs, mais aussi c'est très important d'avoir la réglementation concrète pour protéger les individus, et c'est ce qu'on fait à l'éthique de l'intelligence artificielle à l'UNESCO. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabriela. I'm going to switch to English. So thank you very much, Gabriela, for these new areas, notably at the international level. Andrea, you hold the position of chair of the European Data Protection Board since 2018. And you also head of the Austrian Data Protection Authority since 2014. So Andre, maybe you would like to provide us with some insights on data protection and in particular private security data protection. So thank you, Andre, you have the floor. Merci and thank you. And as I'm going to speak in English, if you need any translation or if you want to be to listen to me in French, there is the translation outside and you can get the devices. Est-ce parce que mon français n'est pas si bon que je peux parler en français mais je peux écouter en français, c'est bien. Dear ladies and gentlemen, it is an honor to be here today with you and to take part in this international colloquium. After a year and a half of remote conferences, it is a true pleasure to be here in person and interact directly with the other panelists and with all of you. Between a cell phone that is always beeping with incoming messages, social media apps contending for our attention, and endless meeting notifications, we all know the feeling that it's impossible to get a moment of peace. I noticed during my pre-speakers that some of you were also working additionally. It is like it is, but we are here to regain the control of our attention. So everyone here present today knows how difficult it is to stay concentrated on a single task in this sea of disruptions. The problem is likely to grow worse as social media, entertainment, and advertisements become better and better at capturing our attention. In today's world of constant digital distractions, there is a clear need to establish the right to protect attention. Individuals deserve to get back the control over their mental focus. At the European Data Protection Board, we are responsible for ensuring the consistent application of the General Data Protection Regulation across the European Economic Area. One of the objectives of the GDPR is to help put people back in control of their personal data. Understanding what happens with personal data and how it is processed will help us to understand what happens with our attention and who wants to capture it in an online environment. The European Data Protection Board has adopted guidance that is related to the right to protect attention and provide concrete suggestions as how to ensure accountability, lawfulness, and fairness while processing personal data online. I think here in particular of the EDPB guidelines on data protection by design and default, and the guidelines on the targeting of social media users. These guidelines discuss transparency, legal basis, and risks related to processing of data in the online environment. New guidelines are being currently drafted, which will discuss recent developments such as dark patterns
i.e. technologies designed inter alia to manipulate internet users. I'll go into more details now on some of these aspects. Privacy by design and default means that privacy should be taken into account at the stage of developing technologies, and that default settings, whether it is, e.g., a social network or a search engine, has to respect users' privacy. The idea behind it is that data protection needs to be taken into account at an early stage. It requires the controller to consider the state-of-the-art technology that is available in the market and thereby sets a minimum level. It is fair to say that the same principles should apply when we think of the right to attention. Big tech companies must be called upon to be transparent with users. They must be held accountable for how they process our data and what the algorithms are that capture and divert our attention. It is no coincidence that the first decisions of the ETPP concerned big tech companies, WhatsApp and Twitter. With respect to WhatsApp, one of the issues that was scrutinized by the ETPP was transparency. A word now about dark patterns. Data protection experts call certain practices used among others by social networks dark patterns. An example of a dark pattern is skipping, designing the interface or our user experience in a way that the users forget or do not think about all or some of the data protection aspects. Another example is fickle. The interface is designed in a way that it is not clear and inconsistent, making it hard for the user to navigate the different data protection control tools and understand the purpose of the processing. The ETPP is currently scrutinizing these techniques in order to analyze the possible risks and suggest best practices. Another crucial element is the right of children to being protected while using online platforms. Children are learning from a very young age how to interact online by playing games, watching their favorite cartoons, or talking to friends. Children are often sharing too much information unknowingly. Therefore, there is a clear need to teach children the fundamental elements of data protection, as well as how their attention is captured by the games and apps they use. Against this backdrop, the ETPP has launched the development of guidelines on the processing of children's data. Today, the internet constitutes an inseparable part of our lives. As Mark Weiser, the father of ubiquitous computing, phrased already in 1999, the most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it. The attention economy has become so entrenched into our lives that it has become vital also make data protection a part of our daily lives. I'm hopeful that we are on the right path at the ETPP, thanks to the GDPR and actions taken by data protection regulators. We notice increased awareness levels of data protection rights. With the right to data protection becoming more well-known every day, now is the time to reflect on the challenge of the right to attention. Thanks for your attention. Thank you very much, Andrea. Thank you very much for this perspective on data protection. I heard right to data protection. It's very insightful. Thank you. Now we have online Demi Gishko. Demi, I hope that you can hear us. I hope that Demi is connected online with us now. Maybe I will introduce Demi. Yes, hello, Demi. Demi, you have been involved in international networking. Oops. We will get, I hope the line is not cut. Maybe you can hear us. You have been involved in international networking since 1987, and you were part of the team that established the first internet connection in Brazil. And I hope that
the internet connection can be reestablished with us. So Demi has been, Demi, you're back. So Demi, you played a critical role in the definition of the Brazilian DNS and the DNS tree, and in defining the rules that govern the Brazilian registry. So since 1995, you're a member of the Internet Society, ISOC, and you're currently the vice president of the Brazilian chapter. You also work as associate professor in computing architecture at Pontificia Universidade Católica de São Paulo. Demi, you have a lot of hats. The floor is yours. Thank you very much for this introduction. Good morning, ladies and gentlemen. It's my great pleasure and honor to be with you in this relevant and important debate in times of increasing use of social media. I am personally very sorry not being able to join physically in Paris and interact with all the panelists, but I'm here in Brazil. I hope that I can be heard through the internet. I would like also to thank the organizers, UNESCO, French National Assembly, l'Académie des Sciences Morales et Politiques, et les plus importants, for having invited me. It's a real privilege to be part of this debate. Just a short clarification, the Brazilian Network Information Center, where I work, is a non-governmental, non-for-profit civil entity that implements a lot of actions and decisions of the Brazilian Internet Steering Committee. And one of the arms of the NIC-BR is the CETIC-BR, is one of the department of the NIC-BR. And the mission of the CETIC is to have to be a regional center of studies and development in information society. And in 2012, CETIC became a UNESCO Category 2 center, the first center related to development of information and knowledge societies, and we really try to get statistics on the development of the internet for kids, for households, for enterprises, and so on. Okay. In this time, the digital transformation has taken place everywhere in the world, but certainly and not happily, it's not happening in the same way to everyone. We have digital technologies reshaping our lives and say changing the level of socioeconomic inequalities and digital illiteracy, but these things still hinder the access to these technologies to all of the people and to access the information and knowledge as a public good. We are living in the age of great possibilities of empowering people through access to information and knowledge, but these possibilities to realize, we need first to prepare the society to properly adopt emerging technologies, promoting the development of digital skills, digital literacy, and the capacity of think critically. I think it's a very important point here, to think critically and independently. This is even more complex in times of proliferation of digital platforms, such as the social media platforms. Just to enter in the issue of the economy of attention, more and more individuals are addicted to digital platforms, and the intense use of internet is a phenomenon that could affect all users. Basically, the youngers are more vulnerable in this issue. So we have to discuss the proliferation of social media platforms, the business model of attention economy, the monetization of disinformation, and of course, ethical and human right concerns. I think we live in the dawn of a new era. The newcomers to the net are very dazzled, very fascinated with the ability to express their opinion to everyone, anywhere. And the unintended consequence of this ubiquitous and unlimited use of the voice of everyone have not yet been fully mapped out, or needless to say, neither understood. In the search of the attention of the people, of the readers, this is an old objective, an old goal of the traditional media, but with the added feedback that the social network provides,
with the capture of not only the personal data, but also the mood of the persons and the intentions of the persons. This leads to a new economy of attention, which could be very questionable from ethical points of view. Looking for ways to alleviate, to circumvent this problem, I believe technology can, at best, provide some relief, but it doesn't seem to me that this is the way to definite solutions. Even assuming that the platforms can be neutral in their design, not even the case all the times, the form of gratification they provide to users through likes, through followers, and so tends to radicalize positions. So technology and artificial intelligence can help, but they also can bring some new and unintended consequences, such as excessive user tutoring, limiting freedom of expression, and eventually bringing some detection and filtering errors. Maybe a good set of user-allowed policy, well expressed and transparently executed, can be used as an efficient tool to curb this misbehavior of the users. Education campaigns for good and polite use of platforms, I remember the old netiquette in the 80s, 90s, can generate growing social pressure for participants to behave within the recommended and civilized standards. This could prevent the reckless dissemination of false news, misinformation, and maybe curb the increasing use of aggressive language in social interactions. I think encouraging critical thinking about what is received, what is viewed, especially for the young population, may be the most promising path, even it will be at medium or long run. The more the users spend time in social platforms, the more data social can be collected. And this is, of course, a loop we can try to avoid. Just to say some data in Brazil, we have some data about the children in Brazil, and we learned that 25% are unable to diminish the time they spend online. 24% spend less time with families and friends than in the internet, and browsing the internet without a real interest is the action of 21%. So there are some numbers that are worrisome, and we are, of course, trying to see ways to ameliorate this or try to alleviate this. Thank you very much. Thank you very much, Demi, for this. So now we would like just to ask a few questions, start a discussion, and then open to the floor. Actually, I have one question triggered also by what Andrea Jelinek just presented, which is, pardon, excusez-moi, je vais rester sur l'anglais. Excusez-moi. Donc, il y a donc une question qui me paraît intéressante, qui ressort, je pense, qui ressort très clairement du discours de Madame Jelinek, mais qui est un peu au cœur, je pense, de pas mal des présentations ici, et qui est celui du lien étroit entre la capture des données, donc entre les data et l'attention. Est-ce que, en fait, bon, on peut se dire sans data, c'est clair, il peut y avoir peu de captation et peu de profilage, mais en même temps, on a besoin de l'attention pour avoir de la data. Donc, est-ce que vous pensez, en fait, qu'on puisse effectivement relier d'une manière aussi forte data and attention? Faut-il penser en fait, à donner une espèce de réponse unitaire, un peu justement en s'appuyant de l'expérience du GDPR, mais non seulement d'une manière, disons, opportuniste, mais aussi vraiment d'une manière conceptuelle. Faut-il effectivement donner une réponse unitaire à cette question? Je ne sais pas si... Peut-être Céliada. Je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaite s'exprimer. À mon sens, en effet, le lien est très fort entre la question attentionnelle et la data, évidemment, j'allais dire.
D'ailleurs, je vous renvoie particulièrement à un très beau cahier publié par la CNIL qui s'intitule « La forme des choix », qui a particulièrement mis en avant justement ce lien entre la protection des données à caractère personnel et le design des interfaces et indirectement la question intentionnelle. Dans ce beau cahier, donc la forme des choix, la CNIL a bien relevé d'ailleurs que les principes qui gouvernent et qui sont posés par le Règlement général sur la protection des données, comme le rappelait Madame Jelinek tout à l'heure, peuvent tout à fait permettre, par exemple, de sanctionner ce qu'on a appelé les dark patterns, s'agissant par exemple du principe de privacy by design, de consentement libre et éclairé, si c'est la base légale également. Et la CNIL propose d'ailleurs de s'appuyer également sur les principes du design pour penser un design de la privacy et voir là une autre approche que celle des sanctions. Et comme tu le soulignais, Stéphana, à l'instant, la méthode qui est celle de ce que je vais appeler la compliance, parce qu'il est difficile de traduire ce mot en français, c'est pas de la mise en conformité, c'est aussi une direction, une responsabilisation imposée. Donc le caractère dynamique de la compliance me semble difficilement traduisible en français. C'est véritablement la logique qui semble aujourd'hui la plus adaptée certainement pour saisir ces enjeux numériques. Mais certainement, il y a aussi d'autres questions que celle de la data, donc qui doit servir de modèle pour creuser d'autres pistes et notamment les enjeux relatifs au rythme, l'accélération du rythme et les effets sur le débat public qu'on évoquait précédemment pourraient devoir être questionnés peut-être autrement ou aux côtés des réflexions que l'on mène sur la data. I'd like to add just a few remarks. Madame la Ministre and Gabriel Ramos both stressed the responsibility of the governments. And I think it's really important that the United Nations and the representative of the French government is stressing the responsibility. And I think it's really important that we talk today, and it's like an initiative to trigger the focus to the attention, because 20 years ago, there was the EU directive on data protection, but in the whole world, nobody was really interested in the field of data protection. But with the GDPR, and also before the GDPR entered into application, the awareness raised. And I think it's really important that also regarding the capture of our attention, we have to discuss, and the world has to discuss, governments have to take responsibility, and not only the governments, also our big players, our stakeholders, how they are called. And I think to give them their responsibility, because they make out some of the fortunes, not the governments, but the stakeholders. I think it's really worth to discuss and also to hold them responsible and accountable. I think it's really important. Maybe if I could... maybe Mr. Jacob or Mrs. Ramos would like to say something? Yes, Stéphana, Doreen. No, I'm just thinking about the fact that the discussions that we are having, it's almost like we are trying to fix a business model, no? A business model where we have these big platforms and some governments that are gathering data. And then once we have these data sets and this database, we have to put some controls to ensure that they do not, that they are not misused or they are not abused. Or they are not used to trigger certain behaviors that we know are not, don't deliver good outcomes. But I'm also thinking that it's core to understand or to try to bring a better way of govern the data.
And I feel that by right now we are conceding that those that gather the data are the owners, and then we just need to see how they can share it to not leave so many SMEs out of the game, or that we are also able to look at how they use the data. But there might be other ways, and we need to think out of the box. Remember that when the Bell company of the telephony in the US was really gathering a massive presence in the markets nationally and internationally, everybody said, well, it's a natural monopoly, so all the infrastructure they have put together, nobody's going to redo it. And it's the same with Facebook. It's the same. Nobody's going to gather all that data and do it again, because it will not be efficient economically. But the fact is that what happened is at that time, the government took the infrastructure. And then what you sell is the service, but you're not the owner of this infrastructure. So let's be very ambitious in the sense that if the way that data is being used and being gathered and shared and owned and used for the algorithms, we would need to think on ways on really looking into these issues more closely and be much more stronger in the way we align them with the goals that we have been discussing today. Thank you very much. I actually saw there was another hand lifted. I don't know if it's that. It's from Demi online. If not, I have a question from online. No. Maybe because it's on this topic, we said we would open the questions from the audience. Oh, you're here, sorry. Did you want to intervene on this topic, Demi? No, I'm quite okay with this. Okay. I will wait another question. Thank you very much. But we did receive a question. Oh, I'm sorry. Because we received a question online, which was, ne pourrait-on créer une instance internationale à l'image de l'OTAN pour assurer une influence, une régulation plus forte sur les GAFA? C'est une question. Okay. I think this is the question I am asked. I think the co-legislators of the GDPR made this system and created the system on purpose. The governments, the European Parliament and the Commission created the system that the supervisory authorities are those who are making the decisions. And if there are cross-border cases, we are not only informing each other, we are close cooperating on these cross-border cases. There is one lead authority, as you all know, and the others are concerned authorities. And we engage daily in these cases. And we have more than 277, I think, meanwhile, they are 279 decisions in cross-border cases, and only 2 of these decisions were after the one-stop shop mechanism, not the one-stop shop, but the Article 65 was triggered, which means to resolve the debate between the supervisory authorities. These were the 2 decisions I mentioned, the WhatsApp case and the Twitter case, and we also resolved this case within the time frame of the GDPR. And as the evaluation of the GDPR showed last year, all the authorities and the Commission is of the opinion, and I think it's we are on the right page with this opinion, that it's far too early to think about anything changing, because there are 3.5 years until now, and the regulation is putting us into the opportunity to decide, as the legislators decided that we have to do, that the independent authorities are the decision makers, and only if there is a dispute between the supervisory authorities in cross-border cases, the EDPB and the dispute resolution mechanism of the EDPB is triggered, and we have to resolve it in a different way. But until now,
it worked and functioned. This doesn't mean there's nothing to improve, because as many of you know, there are different administrative procedural laws which are quite different in all of the member states, in all of the states of the EEA, but we as EDPB try to bridge these gaps and to try to resolve these obstacles, and I think we're in a good way. Sorry for the long answer. Thank you. It was incredibly clear. Thank you very, very much. I'm sorry, so there was a question from the floor. Oui, je vous en prie. On peut vous donner un micro. On va passer à un autre thème. Merci beaucoup. Et vu qu'il s'agit aussi de discuter de propositions concrètes, et qu'on a parlé des données, on a parlé de différentes choses, mais par exemple une proposition qui me semblerait importante du point de vue des sciences cognitives. Alors, Mehdi Kamassi, je suis directeur de recherche au CNRS. Du point de vue des sciences cognitives, on sait que la combinaison de la captation de l'attention, alors vers des mesures de popularité, vers des publicités, vers beaucoup d'informations, mais combiné avec l'empressement fréquent des utilisateurs, l'envie de faire vite, vont diminuer la probabilité de l'exercice de l'esprit critique et n'encouragent pas à aller vérifier la fiabilité d'une information. Alors, est-ce qu'il est possible de réguler, d'imposer aux plateformes, par exemple, d'introduire des ralentisseurs, comme quand on s'approche d'une route vers une école, de demander à l'utilisateur, est-ce que vous êtes sûr que vous avez vérifié que l'information est fiable? On pourrait même imaginer des curseurs qui demandent le niveau de confiance de l'utilisateur et donc qui vont l'obliger à réfléchir, à délibérer et éventuellement vont l'encourager à aller vérifier la fiabilité de l'information. Est-ce que c'est quelque chose qui serait possible? Voilà. Peut-être on peut prendre une deuxième question. On me dit qu'on doit terminer cette table ronde très rapidement, mais c'est très important de prendre les questions. Allez-y, madame. Merci. C'était une très belle question et je ne viens pas vous alléger la tâche. Je viens empirer la situation. Alors, en disant quoi, il est vrai, j'ai vu quelques fois maintenant, quand vous voulez partager un lien Twitter, il te dit, tu veux bien lire le contenu avant de partager. C'est pour te dire que ne partage pas n'importe quoi, lire au moins, informe-toi. Mais j'aimerais poser la question de la nature humaine, puisque nous sommes là pour les lumières, d'accord? En tant que femme, parfois, tu vois un salaud, il te ment, mais tellement tu aimes sa voix, tu te laisses baisser, tu sais bien que c'est pas vrai, mais ça te plaît, ça te flatte. Voici un peu le rôle que les réseaux sociaux jouent chez nous, d'accord? On se maquille, on fait des photos, on poste la photo juste pour avoir des likes, pour se faire draguer, pour se faire flatter avec. Et c'est la nature humaine. Alors, comment peut-on réguler la vanité? C'est ma question. Voilà, nous avons des questions qui posent des défis à nos panélistes. Peut-être je peux commencer. Jean Gaudier n'est pas là parce que je crois qu'il a justement posé la question des likes et comment ralentir d'une certaine manière. Il semblait suggérer que ce n'est pas en train et il pose donc justement la question du design qui est celle posée tout à l'heure sur le ralentissement. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre sur ce thème du design ralenti d'une certaine manière. Maybe Stéphane. Je souhaitais vous renvoyer vers les travaux justement de Dominique Boulier que je citais précédemment, puisqu'il formule, après avoir interrogé ce rythme dans lequel nous placent aujourd'hui les plateformes, peut-être même, enfin certaines d'entre elles malgré nous, ou en s'appuyant finalement sur les ressorts de la nature humaine, sur certains ressorts de la nature humaine, Dominique Boulier justement évoque cette proposition de ralentissement après avoir interrogé ce rythme, et il va jusqu'à interroger justement l'introduction de formes de friction, de réintroduire de la friction. Mais là, je ne suis pas designer, donc je m'arrêterai là. C'est cette friction désirable, pour reprendre les propos de la CNIL, qu'il faut penser. Donc, comment faire en sorte que justement l'on soit dans l'intérêt de désirer justement peut-être pas le ralentissement, mais la réflexivité autour de ces approches, et j'allais dire de ne pas succomber à la tentation de n'être que des sujets libidinaux, mais de revenir justement à une certaine forme de réflexivité et d'autonomie, si tant est que cela soit encore possible.
Merci beaucoup. Sur le thème de la temporalité, on a beaucoup aussi entendu parler d'anticipation et d'anticipation sous plusieurs formes. Peut-être l'anticipation en fait pour préparer les jeunes générations. Donc on parle en fait beaucoup d'éducation. On a entendu un petit peu ce matin. Peut-être que des panélistes voudraient élaborer un petit peu sur ce sujet-là. Et puis l'autre versant de l'anticipation, c'est l'aspect régulatoire. Et effectivement, comment anticiper au niveau des régulations, donc dans un environnement où on a toujours l'impression d'avoir un train de retard. Peut-être que, peut-être, je ne sais pas, Demi, you had been, talking about education, or maybe there is a last question. Voilà, il y a une dernière question peut-être que l'on peut prendre dans la salle. Je vois au fond si vous avez un micro. Merci beaucoup. Et peut-être en ligne, si nous avons encore Gabriela ou Demi, yes. Ou peut-être Andrea. Si... I'm here, Doreen. Merci. Let me just... Gabriela, please. Let me just try to because I love these questions about how do we control our self-vanity and how do we help the young people to be more aware of the things, not to get themselves into this very deep human condition of wanting to be liked and all of those things. I feel that, yes, we can do a lot of checks and auditing and transparency and ensuring that the algorithms are not used for those purposes. But we are swimming against the tide. And this is what I said at the beginning. As long as we do not change the business model of the way these things are produced, it's going to be very difficult that we eliminate these downsides. And if the business model is always to maximize commercial and geopolitical issues and not putting the people at the center, this competition will continue. And they will continue to bombard kids for using the web, to be connected in the web, because we are not changing the narrative. And this leads me to the second part of a question that was made in terms of why don't we have an international institutions? We have international institutions. And what I would say is in the hands of national regulators to put the brakes in some of these issues and trying to change the narrative. But I feel that also soft law helps in creating this awareness of how things should be done. And as you said, Doreen, we cannot regulate everything. These technologies are super fast, are super dynamic. We cannot codify everything, it will be crazy. But what we can do is to try to frame the discussion, putting people at the center, putting human rights at the center. And this is where the ethical reflection that UNESCO has brought about for so many years is so important. We started with the human genome 20 years ago. We built up the institutions that are dealing with the ethics, the bioethics. And now we see how important bioethics is in the context of the pandemic. We're doing exactly the same for the artificial intelligence. We're asking the right questions in terms of how do we reshape the way they are built, how do we enhance the role of governments to control the downsides, and how do we ensure that the objective is really to contribute to the human goals and not only to maximize economic benefits. Merci beaucoup, Gabriela. I think we really have to leave the stage at this point, and I think it's a wonderful way of finishing the debate. But I'm receiving messages that we are spot on time. Yes. Thank you very much to all of our speakers. Thank you.